de vous accueillir tous ici aujourd'hui pour ce webinaire présentant la plateforme d'appui aux décideurs appelée WePlan4est. La restauration a pris de l'ampleur ces dernières années pour atteindre une variété d'objectifs de développement mondiaux, ainsi que des priorités nationales. À ce jour, 210 millions d'hectares de terres et de forêts dégradées ont été engagés dans le monde entier dans le cadre du défi de Bonn, qui est la principale initiative mondiale de restauration des forêts et des paysages visant à restaurer au moins 350 millions d'hectares de terres dégradées et de paysages déboisés d'ici 2030. Une analyse récente effectuée en 2020 a également mis en évidence l'importance accordée par les pays à la restauration en termes de mesures d'adaptation et d'atténuation dans le cadre de l'accord de Paris. À ce jour, plus de 50 pays avaient intégré des interventions de restauration dans leur NDC, de contribution déterminée nationale pour environ 57 millions d'hectares. Et il est maintenant crucial de traduire ces engagements en actions réelles, réalistes sur le terrain, et pour cela, les acteurs de la restauration doivent disposer d'informations correctes sur les conditions écologiques pour la croissance des arbres, mais aussi sur les impacts socio-économiques, afin de planifier stratégiquement la restauration. C'est pourquoi la FAO a fait appel à l'Institut international de développement durable, IIS, et la Convention sur la diversité biologique qui ont développé un outil de planification de l'optimisation spatiale de la restauration des écosystèmes forestiers. Comme nous avons un assez grand nombre de participants en ligne, puis-je vous demander de suivre certaines des règles bases de réunions en ligne. D'abord, coupez votre microphone pendant l'écoute, comme ça tout le monde peut bien entendre les différentes présentations et les questions qui vont être posées. Utilisez la boîte de discussion pour vos questions pendant la présentation. Il y aura du temps après pour y répondre. Aussi, pour votre information, ce webinaire sera enregistré et les diapositives et l'enregistrement seront partagés avec vous après le webinaire. Et aussi, utilisez le chat pour présenter vous-même votre nom, votre pays et votre organisation. Suivant, merci. Suivant diapositive. Le programme d'aujourd'hui est la suivante. Tout d'abord, je présenterai le potentiel de la régénération naturelle pour la restauration des forêts et paysages et l'importance du contexte socio-économique. Cette présentation a été élaborée par Dr. Robin Chaldon, qui a plus de 40 années d'expérience dans le domaine de l'écologie et des forêts tropicales. Elle est aussi associée de recherche senior à la IIS au Brésil et membre d'IIS Australie, et aussi senior fellow du World Resource Institute. Elle ne pourrait pas rejoindre nous à ce temps-là, mais je suis là pour aussi aider à répondre à vos questions. Cette présentation sera suivie d'une courte session de questions-réponses. Et après, ensuite, on a l'honneur d'accueillir Blaise Baudin, un expert en biodiversité avec plusieurs années d'expérience sur REDD+, qui travaille maintenant pour l'initiative de restauration des écosystèmes forestiers de la Convention sur la diversité biologique, qui présentera la plateforme d'aide à la décision WePlan4est en détail. Aussi, cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses, puis un sondage interactif et une discussion animée par Blaise. Nous fermerons ensuite pour la journée avec quelques messages clés. Une fois de plus, veuillez utiliser le chat pour vos questions et nous faire savoir d'où venez-vous, pays et institutions comme ça, afin que nous puissions assurer un suivi avec vous après le webinaire. Je peux demander la prochaine. OK, merci. La restauration, je vais présenter, comme j'ai dit, l'importance de la régénération naturelle et l'évaluation de son potentiel pour la restauration des paysages forestiers. Prochaine, suivante. La restauration est un moyen d'atteindre de nombreux objectifs. Suivante, s'il vous plaît. Que vous mettiez en œuvre la restauration écologique ou la restauration des écosystèmes ou la restauration des forêts et paysages, l'objectif fondamental est d'inverser la dégradation et d'aider au rétablissement des écosystèmes. Prochaine. Ce photo, tu peux laisser tu peux revenir. Oui. Ce photo, il s'agit d'une forêt de 32 ans qui s'est régénérée naturellement sur une ferme avec des pâturages. En 1982, c'était un pâturage et la zone était à côté d'une station biologique en Costa Rica et le terrain a été intégré dans une aire protégée. En 1985,
La famille qui vivait là-bas a été relogée et le bétail a été retiré. La forêt a commencé à repousser sans autre intervention que la protection contre la chasse. Suivant. Nous savons donc que dans certaines conditions, certaines forêts peuvent se rétablir elles-mêmes. Les forêts sont conçues pour cela. Mais la question principale est de comprendre quelles sont ces conditions. Suivant. Et aussi, pour dire, il est beaucoup plus difficile de penser qu'un paysage hanté se rétablit de lui-même. Dans ce cas, la présentation plutôt est visée vers comment on pourra penser à des zones spécifiques du paysage où les forêts peuvent se rétablir d'elles-mêmes, où nous pouvions les aider à se rétablir. Suivant. Il existe de nombreux types différents d'approches de restauration qui peuvent être appliquées et qui peuvent se compléter et se renforcer mutuellement si elles sont planifiées correctement. Suivant. Et la régénération naturelle est parmi une de ces stratégies de restauration. Suivante, s'il vous plaît. Suivant. La régénération naturelle a beaucoup d'avantages écologiques et sociaux. D'abord, elle rétablissement de multiples fonctions de l'écosystème. Il soutient aussi la connaissance locale et les pratiques culturelles basées sur les utilisations diverses de la flore et de la faune indigène. S'appuie aussi sur la mémoire écologique et le potentiel de gestion et d'amélioration est énorme. Et aussi, il y aura un faible coût de mise en œuvre quand on fait la comparaison avec plantation directe sur le terrain. Suivant. Les auteurs, tu vois en bas, les auteurs avaient étudié le taux de régénération des forêts dans les biomes du monde entier et avaient constaté que le taux de stockage du carbone hors sol varie d'un facteur 100 au cours des 30 premières années de repousse. Suivante. Et cette information est importante et pourrait être utilisée pour faire correspondre le taux attendu de stockage du carbone aux possibilités de restauration des terres forestières converties. Suivante, s'il vous plaît. Creuset et al., eux, ils avaient étudié et analysé le taux de régénération naturelle entre 1996 et 2015 dans la région forestière atlantique du Brésil. Et ils ont vu qu'autour de 2,72 millions d'hectares de forêt avaient été régénérés naturellement. C'était une grande surface. Suivante. Et à part de cette analyse, il y avait aussi la conclusion que 90 des forêts en régénération se trouvaient à moins de 192 mètres de haute zone boisée. Donc ça souligne l'importance des niches forestières qui restent dans le paysage. Suivante. Et basé sur un modèle prédictif, ils ont pu analyser et faire une projection que autour de 2,8 millions d'hectares pourraient se régénérer naturellement d'ici 2035 dans cette région. Et aussi, 19 millions d'hectares pourraient être restaurés grâce à ces méthodes de régénération assistée. Et les coûts de mise en œuvre pourraient être réduits de 90 milliards de dollars par rapport à la plantation d'arbres directs. Suivante, s'il vous plaît. Cette carte vous montre un peu les différentes zones où le potentiel existe pour la restauration active et la régénération naturelle assistée. Suivante. Il existe une énorme opportunité mondiale. Tout d'abord, nous devons savoir exactement combien de forêts ont été converties dans le monde entier. Dans le cadre de cette étude, les auteurs avaient identifié 1550 millions d'hectares de zones converties dans les biomes forestiers. Suivant. Les auteurs sont alors concentrés uniquement sur les biomes forestiers tropicaux et subtropicaux. Suivant. Une étude de Fagan et al., cette étude n'est pas encore publiée, merci de ne pas partager ce résultat. Ils avaient examiné la quantité de forêts qui sont régénérées naturellement
2000 à 2016 à l'aide ensemble de données de Hansen par rapport aux gains de couverture arborée dans la plantation. Au total, plus de 5,4 millions d'hectares de forêts sont régénérés naturellement pendant cette période et ont persisté pendant au moins 4 ans, contre plus de 11 millions d'hectares de plantation. Basé uniquement sur des variables biophysiques, les auteurs ont modélisé le potentiel de régénération naturelle dans les 16 années à venir dans les régions tropicales et subtropicales. Et l'estimation était énorme. L'estimation est de 238 millions d'hectares au niveau mondial. Mais sur la base de la régénération réelle, ce potentiel biophysique est fortement limité par des facteurs socio-économiques. Suivant, s'il vous plaît. Je viens de dire, alors le potentiel était énorme, 238 millions, mais les facteurs socio-économiques limiteront probablement aussi le potentiel d'autres formes de restauration. Tu vois ici dans le tableau par pays, Brésil avait 49 millions d'hectares potentiel de régénération naturelle, Indonésie aussi une grande partie, et aussi ensuite les autres pays que vous voyez là-bas. Suivant. Alors, l'étude a montré l'énorme potentiel de la régénération naturelle pour atteindre les objectifs de restauration forestière à grande échelle dans le cadre du programme de restauration de forêts et paysages. Mais cela nécessitera d'aborder les limitations socio-économiques et d'incorporer le potentiel de la régénération naturelle dans la planification de la restauration au niveau local, régional et national. Suivante, s'il vous plaît. Message clé. Dans de nombreux cas, les forêts peuvent se restaurer d'elles-mêmes avec peu ou pas d'aide humaine et les outils d'aide à la décision peuvent indiquer les zones les plus probables où cela peut se produire sur la base de prédicteurs biophysiques. Les facteurs socio-économiques limitent fortement la régénération naturelle des forêts tropicales et subtropicales et doivent être intégrés dans la planification et la mise en œuvre à l'échelle du paysage. Et enfin, la planification et la mise en œuvre de la restauration des forêts et des paysages peuvent se tirer parti du potentiel de régénération naturelle pour réduire les coûts et améliorer les avantages pour la biodiversité. Merci beaucoup. On va peut-être ouvrir maintenant pour des questions. Réponses. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans le chat? Je n'ai pas vu encore. Vous pouvez ou vous pouvez tout de suite demander la question en plénière ou vous pouvez aussi faire dans le chat. Si tout était clair, vous pouvez toujours écrire vos questions dans le chat et on pourra continuer avec la prochaine présentation. Est-ce qu'il y a une question de Kimba Goubour? Non? Alors, je pense je peux donner la parole à Blaise Baudin pour continuer avec les prochaines présentations et on va prendre vos questions après cette présentation. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Juste avant de commencer à partager les slides, peut-être juste pour me présenter, je suis Blaise Baudin. Je suis consultant pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et je travaille aussi avec le FLRM de la FAO. Et avec la Convention sur la diversité biologique, nous avons ce programme qui est le Forest Ecosystem Restoration Initiative, l'initiative pour la restauration des écosystèmes forestiers, qui est soutenue financièrement par le service forestier de Corée. Et nous avons, dans le cadre de ce programme, décidé de développer cette plateforme d'aide à la décision en partenariat avec l'Institut international sur le développement durable basé à Rio et puis en Australie. Et donc, je vais vous présenter maintenant les détails de cette plateforme. Et donc, faisons suite à la présentation de Benjamin sur le potentiel de la régénération naturelle. Je vais expliquer un peu comment est-ce qu'on a utilisé donc, ces notions de
de potentiel de la forêt pour la régénération naturelle dans notre modélisation de la planification spatiale et de l'optimisation de la restauration des écosystèmes forestiers. C'est un travail qui a été développé par nombreuses personnes qui font partie de l'Institut international du développement durable, notamment le Dr Bayer et Dr Crouzet, et puis aussi l'équipe de l'Institut qui est présente dans cet appel au cas où il y aurait des questions, mais malheureusement, ils ne peuvent pas présenter en français. Donc, Brooke, Marina et bien d'autres. Et donc, je vais commencer cette présentation et à la fin, si vous avez des questions sur la façon dont on peut utiliser cette plateforme, je serai là pour y répondre évidemment avec l'appui de mes collègues. Suivant. Donc, d'abord pour commencer, qu'est-ce qu'un problème d'optimisation? Qu'est-ce que cette plateforme d'aide à la décision essaie de faire? C'est qu'elle essaye de résoudre des problèmes d'optimisation. En l'espèce, ce sont des problèmes d'optimisation dans l'espace, mais ça pourrait être un problème d'optimisation qui peut se poser dans plein de dimensions différentes. Par exemple, à quoi est-ce que je dois consacrer si j'ai $10 et qu'on m'a envoyé à l'épicerie? Qu'est-ce que je dois acheter en fonction de différents objectifs? Je peux avoir le nombre de calories, il faut que mes enfants n'aient pas faim à la fin du repas, il faut que je maximise la nutrition, et je suis limité par le coût puisque j'ai que $10. Donc on voit que j'ai un problème ici d'optimisation, j'ai une ressource et il faut que je la loue de la façon optimale en fonction de différents objectifs. Qui pourraient être aussi les goûts de ma famille en fonction de leur goût pour certains aliments. Donc, l'objectif de l'optimisation, c'est d'obtenir la meilleure réponse par rapport à un ensemble de critères ou de contraintes et qui sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'on peut considérer que si je vais faire les courses, les préférences alimentaires de ma femme sont supérieures aux préférences alimentaires de mes enfants, par exemple. Donc, je vais prendre ça en considération dans mon panier que je vais faire au supermarché. Donc, on voit qu'on a plusieurs objectifs, on a une hiérarchisation entre les objectifs et on a un problème d'optimisation. Suivant. Donc, pour passer ce concept du problème d'optimisation à ce qui nous intéresse ici, à savoir la planification de la restauration, je vais prendre un exemple un peu similaire qui est la planification de la conservation. Donc, imaginons qu'on a un territoire. En l'occurrence, ça sera une zone côtière avec des récifs de corail. Et donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va diviser ce territoire en unités d'aménagement, qui sont des unités virtuelles. Elles n'existent pas dans le monde réel, mais elles sont des unités qui vont nous permettre de travailler à ce problème d'optimisation. Et elles ont une taille égale entre chacune d'entre elles. Et on va les cartographier de cette manière-là. Suivant. Et donc, ensuite, on va calculer quelles sont les variables, pour chaque variable qui nous intéresse, quelles sont les variables liées à chaque unité. Donc, on avait notre carte du récif corallien, on a dessiné les unités, ensuite on les a numérotées, ici A, B, C, D, E, F, G. Et ensuite, on allait voir dans chaque unité combien d'espèces il y avait présentes dans chacune de ces unités. Et ensuite, on a considéré que le coût de protection de chacune de ces unités était de $10 000, sachant que ce coût pourrait aussi varier si on avait un problème plus complexe. Et donc, le but, c'est de s'assurer qu'on va faire dans ce problème fictif, une zone de protection qui puisse protéger toutes les espèces, l'habitat de toutes les espèces qui sont ici dans ce tableau, et au moindre coût. Donc, on voit qu'on a plusieurs solutions. Suivant. Si on prend la première solution, on prend les 3 premières unités, A, B, C, et on voit qu'on arrive à recouvrir toutes les espèces qui sont considérées. Et le coût, c'est donc $30 000. On est obligé d'aller jusqu'à l'unité C, sinon on n'a pas le requin, par exemple. Et donc, on voit qu'on a réussi à résoudre le problème pour $30 000. On a sauvegardé toutes les espèces. Mais on peut voir qu'il y a une autre solution, suivant, qui serait de sélectionner ces 2 unités-là
Et en faisant cela, on arrive également à protéger toutes les espèces présentes et à un coût réduit de seulement 20 000 $. Donc voilà, on se rapproche un peu de notre question ici et on voit un problème d'optimisation appliqué ici à la conservation et à la désignation d'aires protégées. Mais allons plus en avant, suivant. Donc là, on avait un problème très simple avec uniquement 7 unités de planification. Maintenant, imaginons qu'on ait un problème similaire avec 1 million d'unités de planification. Si on a pris une carte d'un pays entier ou d'une région entière et qu'on l'a divisée en pixels de 1 km², on va avoir 1 million d'unités de planification. Et après, on aura aussi peut-être beaucoup plus d'objectifs que simplement sauvegarder toutes les espèces. Donc, on voit que et ça se rapproche plus des problèmes réels auxquels vous êtes confrontés en tant que preneur de décision au niveau national. De faire une stratégie, par exemple, de restauration, c'est quelque chose de très complexe. Généralement, il y a énormément d'objectifs qui dépendent de différentes parties prenantes. Et la complexité du monde réel, même si on la simplifie à travers les données, elle est bien supérieure à ce que j'ai montré. Et c'est là qu'on va avoir besoin en fait de ces outils d'aide à la décision pour pouvoir optimiser dans ces situations très complexes, parce que c'est quelque chose qui dépasse les capacités du cerveau humain. Et si on n'utilise pas ces outils de planification et d'optimisation, on pourrait avoir un projet moins performant que si on les avait utilisés. Par exemple, dans l'exemple que je viens de montrer, on pourrait avoir sauvegardé le même nombre d'espèces, soit pour 30 000 $ dans un résultat non optimisé, soit pour 20 000 $ dans un résultat optimisé. Ce qui fait qu'en tant que ministère de l'Environnement, si on a fait le projet optimisé à 20 000 $, on peut réallouer ces 10 000 $ pour d'autres objectifs. Suivant. Donc, l'objectif de cette plateforme que nous avons montée, WePlanForest, c'est d'assister principalement les décideurs de la Convention sur la diversité biologique, mais également tout autre décideurs qui sont intéressés. Et donc, en leur fournissant un support de planification spatialement explicite. Donc, spatialement explicite, c'est une expression un peu complexe, mais qui veut dire en fait que c'est à travers des cartes pour les activités de restauration forestière. Donc ici, un point important, pour l'instant, la plateforme, et c'est pour ça qu'elle s'appelle WePlanForest, ne s'adresse qu'à la restauration des forêts. Elle ne prend pas en compte d'autres écosystèmes. Et donc, les principaux résultats de cette plateforme, c'est qu'elles vont nous donner des estimations en fait, des bénéfices qu'on peut attendre de la restauration des forêts en matière d'atténuation du changement climatique, conservation de la biodiversité, etc. Elle va prendre en compte aussi les coûts d'opportunité et d'établissement. Et dans ces coûts d'opportunité, on le verra, il y a cette question de la régénération naturelle. Et ensuite, elle va quantifier ses compromis et proposer en fait des arbitrages en fonction du poids qu'on veut donner à chacun des objectifs et nous proposer des cartes des zones prioritaires pour la restauration des forêts. Tout cela donc dans l'objectif de mettre en œuvre la vision pour 2050 de la Convention sur la diversité biologique. Suivant. Donc, je vais passer rapidement là-dessus sur les objectifs en fait, des outils de planification. Mais en gros, vous voyez à droite de ce slide, si on voulait régler tous ces problèmes, de toutes ces questions d'aménagement du territoire en fonction de différents objectifs, de différents engagements internationaux sur le climat, sur la biodiversité et autres objectifs nationaux de développement, etc., de limites, tout simplement du budget pour la mise en œuvre. On aurait besoin d'une équipe énorme de personnes extrêmement qualifiées en carbone de la foresterie, en écologie, en modélisation, géotraitement, opérations de recherche. On aurait besoin d'un ordinateur extrêmement puissant qui n'est pas forcément à disposition. Donc, le but de la plateforme, c'est vraiment de mettre ces outils à la disposition et de proposer des solutions
solutions qui ont été pré-évaluées à tous les pays pour qu'elles puissent s'accaparer en fait de ce type d'outils. Suivant. Donc, rapidement, le cadre de modélisation utilisé par la plateforme WePlan, c'est qu'on part en fait au milieu de zones cibles où on a la végétation, une estimation de la végétation naturelle, actuelle et potentielle, donc là où la forêt a déjà disparu. Et de ça, à partir de ça, on détermine les zones disponibles pour la restauration des forêts. Ensuite, on prend en compte les bénéfices, c'est-à-dire les bénéfices en termes de l'atténuation du climat, la séquestration du carbone par la restauration des forêts et de la conservation de la biodiversité. En termes de coûts, on prend en compte les coûts d'opportunité. Donc, les coûts d'opportunité, c'est la question, mais je vais y revenir, de l'usage actuel qui est fait des zones en question qui pourraient être restaurées et des coûts d'établissement. Et dans les coûts d'établissement, c'est là que vient toute cette question du potentiel de régénération naturelle, puisqu'il y a un fort potentiel de beaucoup plus proche de zéro, logiquement, puisqu'on n'a pas besoin, a priori, de faire des plantations d'arbres là où il y a un fort potentiel de régénération naturelle. Suivant. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, j'entends. Ok. Oui, on vous capte bien. Moi aussi, très bien. Ok. Non, parce que j'étais soucieux de la connexion. Mais si vous m'entendez, alors tout va bien. Je vais présenter donc les différentes données d'entrée que j'ai présentées dans ce cadre d'analyse. En premier, le potentiel de séquestration du carbone, donc, qui va nous servir en fait à évaluer l'optimisation en fonction de cet objectif d'atténuation du changement climatique. Donc, ce qui a été utilisé, c'est une carte pantropicale qui prend en compte aussi les zones subtropicales. Donc, elle couvre plus ou moins 25 degrés de latitude. Et elle modélise en fait le potentiel de séquestration du carbone de la végétation en cas de restauration de la forêt. Donc, on voit qu'on a des zones avec un potentiel plus ou moins fort de séquestration du carbone si elles étaient restaurées dans leur état, on va dire, primaire de composition forestière. Suivant. Donc ensuite, la deuxième donnée d'entrée, c'est un modèle de distribution des espèces donc qui va nous permettre d'évaluer l'optimisation des zones de restauration pour la conservation de la biodiversité. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va prendre en fait des cartes de distribution potentielle des espèces, en fait, qui ont été modélisées espèce par espèce en fonction des données de l'UICN et des données de localisation, etc., et des préférences que l'on connaît sur les espèces. On a modélisé les zones à fort potentiel d'habitat. Et ensuite, on a tout simplement additionné toutes ces zones d'habitat potentiel pour toutes les espèces de vertébrés pour lesquelles on avait des données, amphibiens, oiseaux, mammifères, reptiles, ainsi que certaines espèces de plantes. Et on obtient des cartes de priorité en fait, de certaines régions pour l'habitat des espèces. Et donc, à travers ça, pour la prévention de l'extinction des espèces. Parce que si on protège leur habitat potentiel, on considère qu'on limite leur risque d'extinction. A fortiori, si on restaure un habitat forestier dont elles ont besoin pour leur survie. Suivant. Et donc, la dernière donnée d'entrée, c'est cette question des coûts. Qui va être la troisième dimension qui va être prise en compte par le modèle avec l'atténuation du changement climatique, la biodiversité. Et la dernière question, c'est d'optimiser pour les coûts. Et donc là, il y a deux composantes. Il y a le coût d'opportunité, où en fait, on essaye de réduire les conflits entre la restauration des forêts et la production alimentaire.
Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va cartographier dans les zones qui sont disponibles pour la restauration. Donc, les zones disponibles pour la restauration, c'est les zones où il y a eu historiquement des forêts, qui sont aujourd'hui déforestées et donc utilisées probablement pour l'agriculture ou pour l'élevage. Et donc, on va essayer de calculer le coût qu'il y aurait à restaurer ces zones, à la couverture forestière de ces zones. Et donc, ce coût d'opportunité, il va dépendre de la production actuelle de ces zones et des bénéfices financiers qui sont tirés de ces zones. Donc, si c'est une plantation de soja extrêmement productive au Brésil, ce coût va être élevé. Et à contrario, si c'est une zone de pâturage extrêmement extensif, le coût d'opportunité va être plus bas. Et ensuite, il y a le coût d'établissement. Donc là, en fait, ce qui a été modélisé, c'est un coût par pays en fait, de l'implantation, de la restauration de forêt à travers la plantation, qui est modulé en fonction du potentiel pour la régénération naturelle, puisqu'on considère que plus le potentiel pour la régénération naturelle est élevé, moins le coût de plantation va être utilisé. Suivant. Et donc, ça c'est les 3 données d'entrée du modèle. Et puis ensuite, il y a la donnée de base qui est la superficie disponible pour la restauration des forêts. Donc ici, je vais montrer un exemple avec la RDC. Et donc ça définit un peu, en fait, pour chaque pays qui est dans la plateforme, la zone dans laquelle on va chercher à optimiser la restauration des forêts. Donc ici, on voit avec le cas de la RDC, que ce sont toutes les zones qui ont déjà été des forêts humides et qui ont été déforestées récemment. Et donc, ces zones-là pourraient être restaurées. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, de répondre avec la plateforme, c'est quelles sont parmi ces zones celles qui représentent le plus fort potentiel pour nos objectifs. Et un point important ici, c'est que on ne voit pas bien sur cette carte, mais il y a en fait un gradient de couleur dans ces zones, puisque dans chaque pixel, ce n'est pas un pixel où on a nécessairement le pixel entier qui est disponible pour la restauration des forêts. Il y a un pourcentage de chaque pixel. Donc, ça nous permet de sélectionner des zones où on a peut-être, par exemple, des systèmes mixtes agroforestiers, par exemple. Qui est le fameux complexe rural en RDC. On retrouve ces zones mixtes avec des zones de jachère et des zones de forêt, etc. Et donc là, le modèle va prendre en compte ça avec un pourcentage plus bas de potentiel pour la restauration, puisqu'il considère qu'il y a déjà des forêts, au moins en partie dans ces zones-là. Suivant. Et donc, ensuite, à partir de toutes ces données d'entrée, on va calculer différents scénarios pour le modèle. Donc, le premier scénario, ça va être le scénario du bénéfice maximal, c'est-à-dire qu'on va s'occuper principalement de maximiser, ou uniquement même, de maximiser les bénéfices pour la biodiversité et les bénéfices pour l'atténuation du changement climatique. Et on peut leur donner un poids différent à chacun. Donc, on peut décider que notre objectif est à 100% la conservation de la biodiversité et 0% l'atténuation du changement climatique. Ou alors, on peut faire 50-50. On peut faire quelques proportions qu'on veut. Et ensuite, on a d'autres scénarios où on va aussi avoir la prise en compte du rapport coût-efficacité. Donc, on va avoir nos objectifs de conservation et de changement climatique, chacun avec leur poids respectif, et puis également l'objectif de réduire le coût d'opportunité et le coût d'établissement. Et ensuite, on a des objectifs aussi, des scénarios où on cherche uniquement à réduire le coût, sans prendre en compte les objectifs de biodiversité ou de changement climatique. Et ensuite, on a des solutions randomisées aussi, qui nous permettent en fait de comparer les performances du modèle avec ce que serait une solution aléatoire. Et on a, pour chacun de ces scénarios, différents niveaux de cibles, de 10, 20, 30, 40, 50%
de la superficie jugée disponible pour la restauration des forêts. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir un scénario bénéfice avec 10%, un scénario bénéfice avec 20%, etc. Un scénario coût minimum avec 10%. Et donc, au total, avec toutes ces combinaisons, on a 80 scénarios. Donc, on a 80 scénarios disponibles pour tous les pays qui ont été couverts par la plateforme. Donc, on voit qu'on a vraiment un large éventail de scénarios qui a déjà été calculé et qui est déjà disponible sur cette plateforme. Suivant. Donc, ça, c'est pour résumer un peu tout le cadre d'optimisation. Donc, vous avez les données d'entrée à gauche, les modèles de distribution d'espèces, le potentiel de séquestration du carbone, les coûts d'opportunité et d'établissement qui prennent en compte le potentiel de régénération naturelle. Et ensuite, on a au centre cette équation, en fait, qui va prendre en compte toutes ces données d'entrée, ainsi que nos objectifs de restauration et la pondération relative des objectifs que l'utilisateur lui-même va déterminer. Et aussi le niveau de cible, donc en fonction de 10%, 20%, 30% de l'aire potentielle à restaurer qu'on veut restaurer. Et donc les données de sortie, c'est des cartes qui vont nous montrer les zones prioritaires pour la restauration en fonction de nos objectifs et des courbes de compromis qui vont décrire la relation entre les objectifs. Mais ça, je vais y revenir. Suivant. Donc, ces courbes d'optimisation ou de compromis ou d'arbitrage, on dirait en français, elles nous montrent en fait la relation entre les différents objectifs. Et donc, je vais expliquer un petit peu à quoi elles correspondent. Donc, sur ce graphique, on voit qu'on a en ordonnée la conservation de la biodiversité et en abscisse l'atténuation du changement climatique. Donc, en ordonnée, on a un indice de la réduction de l'extinction des espèces. Et en abscisse, on a un nombre de tonnes de carbone séquestrées par la restauration. Et donc, on a une première courbe que vous voyez avec des points rouges. Et donc, ça, c'est la courbe des bénéfices maximaux. Donc, c'est les scénarios où on ne prend pas en compte la réduction des coûts. Et donc, on voit que si on décide de prioriser la conservation de la biodiversité, donc le point qui est le plus haut dans le graphique, on a une séquestration du carbone qui est relativement basse. Et on voit aussi que, vice-versa, si on décide de prioriser uniquement le carbone, on a une conservation de la biodiversité qui est relativement basse par rapport à ce qui pourrait être obtenu. Et ce qu'on voit, c'est que sur cette courbe, on peut choisir en fait un point qui est ici indiqué par Max Benef, qui est celui qui optimise entre les deux variables. Et on voit qu'il y a aussi une échelle de couleur ici, qui représente en fait le coût. Et donc, ce qu'on peut déterminer à partir de ce graphique, c'est que le scénario qui priorise la biodiversité, qui apparaît donc avec un point rouge, il est beaucoup plus cher que le scénario qui priorise l'atténuation du changement climatique, qui apparaît comme un point vert en bas de la courbe. Et ensuite, on peut avoir, donc on a la deuxième courbe, qui est non pas en pointillé, mais en point en ligne pleine. Elle nous montre les résultats en fonction du scénario qui prend en compte aussi les coûts. Et donc, on voit que les coûts sont beaucoup plus réduits. Si on regarde la couleur des points, elle est beaucoup plus basse dans notre échelle de coûts. Elle correspond à des points bleus ou violets qui sont pour 20 millions de dollars, par exemple, contre 63 millions de dollars pour les autres solutions. Et donc, cette courbe, elle va décrire la relation toujours entre carbone et biodiversité, mais dans un univers où on prend aussi en compte les coûts. Et ensuite, on voit il y a une icône carrée en violet qui est la solution qui représente le coût minimum. Et on voit que ce coût minimum, bien qu'étant bon marché, il nous donne
des bénéfices pour la conservation de la biodiversité et pour le changement climatique qui sont relativement bas. Et ensuite, on a l'icône triangle qui est le scénario au hasard. Et on voit qu'il est relativement cher. Il est jaune, donc il est autour de 50 millions de dollars. Et il a des coûts et il a des bénéfices relativement bas, les plus bas de tous les scénarios qui ont été testés en fait. Donc on voit en fait ça nous permet de déterminer qu'un scénario aléatoire, donc si on décide en tant que ministère de l'Environnement d'avoir une stratégie de restauration ou simplement on va dire on va restaurer 8 millions d'hectares où que ce soit, on ne va pas du tout maximiser ni notre efficacité en termes de coûts, ni nos bénéfices en termes de changement climatique et en termes de biodiversité. Suivant. Suivante pour faire apparaître les cartes. Ouais. Et encore une fois, merci. Donc ici, on voit un exemple réel avec la RDC. Dans la première carte, on voit la solution qui maximise, donc toujours en prenant les coûts, on est sur la courbe basse, la courbe interne, qui prend en compte non seulement les objectifs, mais aussi les coûts. Et cette première carte, elle nous montre la solution qui maximise les bénéfices pour la biodiversité, qui, on le voit, se concentre sur l'est du pays, la région des Grands Lacs et les forêts de Miombo dans le sud. Et ensuite, on voit au milieu de la courbe une solution de compromis entre biodiversité et climat. Donc, on voit que les zones se déplacent un petit peu vers l'ouest. Et on voit que, par exemple, c'est intéressant, les forêts sèches de Miombo au sud du pays ne sont plus prises en compte, puisque avec la même importance, puisque ce sont des forêts qui, relativement à la végétation tropicale humide et dense qui est observée dans la majeure partie du pays, c'est des forêts qui renferment finalement peu de carbone, relativement. Et on voit dans la dernière carte en bas que si on privilégie uniquement le carbone, ces zones du sud du pays disparaissent complètement de la priorisation et qu'on va se concentrer plutôt sur les zones dégradées récemment à la frontière sud et nord en fait, de cette forêt dense humide. Ok, suivant. Donc, tous ces résultats, vous pouvez les retrouver pour la majorité des pays. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des limitations dans les jeux de données qu'on a utilisés qui font que certaines données sont disponibles uniquement pour les zones tropicales et subtropicales pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer dans cette année, en 2021, d'étendre les résultats de l'outil à l'ensemble des zones forestières, y compris en dehors des zones tropicales. Et donc, vous avez l'adresse ici de la plateforme qui peut être visitée et vous pouvez consulter donc à la fois ces courbes de compromis en fonction de différents objectifs. Donc là, vous avez toutes les courbes en fait pour tous les scénarios en fonction de différents objectifs. Donc 10, 20, 30, 40, 50%. Et vous pouvez cliquer directement sur les points correspondant à chaque scénario et ça va vous montrer la carte qui correspond. Et ensuite, dans le tableau en dessous, vous aurez la quantification des objectifs de manière numéraire, donc le nombre d'espèces dont l'extinction serait prévenue si on utilisait ces scénarios et le nombre de carbone, etc. Et le coût que représente ce scénario, le coût estimé que représente la restauration de cet objectif. Suivant. Et l'autre ressource qui est disponible sur le site, c'est des rapports par pays. Donc, en sus de cette interface un peu interactive, vous pouvez aussi télécharger un rapport qui peut être imprimé et qui présente plus de détails, donc similaire à ce que je viens d'expliquer, explique un peu comment est-ce que le modèle fonctionne et présente plusieurs scénarios et les cartes correspondantes de la même manière pour chaque pays qui est déjà inclus dans la plateforme. Suivant. Donc,
le dernier point que je voulais faire dans cette présentation, c'est que les résultats sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme. Comme je l'ai expliqué, il y a 80 scénarios disponibles pour chaque pays. Donc, il y a un large éventail de scénarios disponibles qui, on l'espère, vont vous permettre de sélectionner le scénario le plus proche de vos objectifs politiques, si ceux-ci ont été déjà décidés, ou vont vous permettre tout simplement de décider de vos objectifs en fonction des bénéfices attendus. Et ça, c'est un des grands objectifs de la plateforme aussi, c'est d'aider les pays, parce qu'on sait que ces objectifs ne sont pas forcément définis a priori. Et la plateforme vise aussi elle ne sert pas au pays que pour déterminer quelles sont les zones en fonction de leurs objectifs. C'est un processus itératif où on peut aussi explorer quels sont les objectifs à atteindre en fonction de ce que ça coûte et de ce que ça demande comme aire à restaurer. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et en dehors des données qui sont déjà disponibles sur la plateforme, donc le secrétariat de la CBD, avec les partenaires engagés, est disponible pour proposer une approche plus personnalisable en fonction de vos besoins, et donc d'apporter une assistance technique pour l'application de ces résultats et de ce modèle. Donc, dans ce cas-là, on posera des questions telles que quelles sont les actions de restauration envisagées, quels sont les objectifs des différentes parties prenantes, pour essayer de quantifier les paramètres de la plateforme, quelles sont les zones considérées comme disponibles. On pourra peut-être aussi raffiner un peu cette question, quelles sont les considérations à prendre en compte en matière d'équité ou les mécanismes politiques. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a, on peut prendre une carte du potentiel pour la restauration comme je l'ai fait en RDC, et on peut prioriser en fonction des objectifs, mais on peut aussi dire que il faudrait que il y ait des zones de restauration à minima dans chaque province. Donc ça, c'est un élément en plus pour le modèle à prendre en compte. Et on peut aussi refaire fonctionner le modèle en fonction de données nationales ou régionales qui sont disponibles et qui pourraient être plus précises. Suivant. Donc voilà, les contacts. Donc vous avez le contact ici de Benjamin qui a fait cette présentation et avec lequel vous êtes probablement déjà en contact à travers le FLRM. Et puis également de Marina, donc à l'Institut international sur la durabilité. Et je ne sais pas si on peut mettre mon email également. C'est blaise.baudin, je vais l'écrire ici. blaise.baudin@un.org. Et donc, si vous trouvez ces résultats intéressants et si vous pensez qu'il serait intéressant de les mettre en œuvre, vous pouvez évidemment explorer la plateforme qui est déjà disponible à ce lien. Et si nécessaire, on peut étudier les possibilités d'accompagnement pour son application dans votre contexte national ou sous-national. Suivant. Je crois que je te repasse la main, Benjamin, pour la question de la... Ok, mais peut-être qu'on peut prendre les questions d'abord. Oui, merci Blaise de présenter de manière claire la complexité de l'automatisation et démontrer comment on pourrait vraiment utiliser cet outil pour assister les décideurs à planifier leur intervention de restauration des forêts tropicales, subtropicales. Oui, c'est ouvert maintenant pour votre question. Si vous avez des questions, vous pouvez faire des questions directes ou dans la boîte. Et je crois qu'il y a Monsieur Lebeau, Laurent. Alors, si vous pouvez lever la main à travers le système, ça sera plus facile de vous voir. Je viens de voir que dans la vidéo, vous levez la main. Mais si vous allez dans l'onglet participants, mais allez-y, posez votre question. Oui, je voulais dire bonjour et bon après-midi. Oui, merci d'abord pour les exposés. Les exposés étaient très intéressants. Je voulais juste poser une question puisque quand Benjamin exposait, il y avait quelques termes qu'il a utilisés que je n'ai pas bien compris. C'est notamment
les modèles prédictifs. Il a parlé des modèles prédictifs que je voulais un peu comprendre. Il a également parlé des modèles de régénération naturelle et la régénération naturelle assistée. Je ne sais pas, dans le cas de la différence entre les deux modèles, est-ce qu'il peut nous présenter un tout petit peu les protocoles de ces deux modèles pour que nous comprenions un peu, puisque ça peut nous aider aussi à savoir comment nous pouvons mener nos actions sur le terrain. Ça, c'est au niveau de Benjamin. Et pour Blaise, il a essayé un peu d'évoquer les différents coûts. C'est ce qui m'a intéressé un peu. Il y a les cours d'opportunité, mais aussi les cours d'établissement. Je ne me suis pas présenté, je suis ingénieur Fernand, donc nous sommes ensemble avec Lebo. Ingénieur Fernand, je suis le point focal du projet RGM au niveau de la RDC, au niveau du sud du Kivu. Alors, quand on parle des cours des opportunités et des cours d'établissement, ici chez nous, nous avons l'habitude des gens qui exploitent les minerais dans des forêts. Et quand ils exploitent les minerais dans des forêts, je ne sais pas, pour établir cet écosystème, est-ce qu'on doit établir ce qu'on appelle les coûts d'établissement ou les coûts des opportunités? Je voulais avoir un peu de précision par rapport à ça. Et une dernière question de curiosité, c'est que ici en RDC, il se peut que nous sommes en train de faire quand même un effort pour sauvegarder, protéger nos forêts, malgré les contextes de crise que nous sommes en train de traverser. Mais nous ne parvenons pas à obtenir les dividendes de la protection de ces forêts. Alors, j'aimerais savoir, vous en tant que des experts, est-ce qu'il y a moyen, quels sont les lobbying, quels sont les moyens qu'on peut faire pour bénéficier aussi de ces efforts que nous sommes en train de déployer pour au moins protéger nos forêts? Voilà un peu les 3 petites questions que j'ai et merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Lebo. Allô? Oui, merci beaucoup, Lebo. On a pris note. S'il n'y a pas d'autres questions en ce moment, peut-être on peut déjà répondre. D'abord, je ne suis pas l'auteur de recherche qu'ils ont fait par rapport aux modèles, mais dans le modèle, ils ont vraiment utilisé les critères biophysiques pour voir comment et où est-ce que la régénération naturelle a été effectuée et pour voir où sont les endroits avec les critères biophysiques où ça pourra s'établir facilement. Par rapport à la différence entre la régénération naturelle et la régénération naturelle assistée, oui, c'est très important la différence. Normalement, on se parle de régénération naturelle où on ne fait rien, que la forêt rétablisse elle-même. Pour avancer ça, il faudra avoir les critères. Par exemple, il doit y avoir assez de graines, assez de forêts, de couverts de forêts tropicales qui restent pour assurer la colonisation de terrains dégradés. Si, par exemple, dans certaines zones, on voit qu'il n'y a pas assez d'espèces d'arbres qui se rétablissent dans la zone, on pourra assister et planter des espèces, des essences, des arbres qui ne sont plus là par rapport aux les ressources d'origine. S'il y a d'autres collègues qui peuvent aussi répondre à ces questions, je vous laisse aussi. Je peux apporter des éléments de complément pour cette réponse sur les modèles prédictifs en fait, de la régénération naturelle. Qu'est-ce qu'un modèle prédictif? Un modèle prédictif, on va prendre un jeu de données passé sur la régénération naturelle. Dans ce cas, on a pris des cartes en fait, de régénération de la forêt sur un certain nombre d'années. Et on a étudié quelles sont les zones où le couvert forestier a été rétabli
Et quand on dit rétabli, on dit rétabli de manière stable. Donc, on s'assure que ce ne soit pas une régénération qui va être à nouveau dégradée rapidement. Donc, c'est ces zones où sur plusieurs années, on constate une restauration du couvert forestier. Et on va tester différentes hypothèses pour voir en fait quels sont les facteurs de cette régénération. Et donc, on va utiliser des équations, des régressions statistiques dans ce cas, qui vont nous montrer quels sont les facteurs. Par exemple, ça peut être des facteurs biophysiques. Principalement, le principal facteur biophysique, c'est la proximité de fragments forestiers existants. Donc, c'est assez intuitif finalement. C'est que la forêt, elle va se régénérer plus facilement dans les zones proches de forêts existantes, puisqu'il va y avoir dispersion des graines, etc. Et donc ça, c'est montré mathématiquement par ces modèles prédictifs. Donc à partir de ça, on a constaté ça donc dans les données historiques. Et donc ça nous permet de dire, ici, on a des zones qui ont été dégradées ou déforestées proches de fragments. Comme on sait que la proximité de ces zones à des fragments forestiers est un des marqueurs de la régénération naturelle, on peut dire que le potentiel de régénération de ces zones est élevé. Ou on peut dire qu'il y a aussi d'autres facteurs socio-économiques qui vont affecter cette régénération naturelle. Par exemple, on peut s'intéresser à la pauvreté ou à la souveraineté alimentaire, etc., à la sécurité alimentaire, qui vont peut-être être des facteurs, au contraire, qui réduisent ce potentiel. Parce que si on a des populations qui ont besoin d'utiliser ces zones pour l'agriculture, probablement que la régénération ne va pas être durable, puisqu'elles vont devoir revenir à dégrader ces zones et à les utiliser pour l'agriculture. Donc, c'est ça des modèles prédictifs, en fait. Donc, si on est dans un cas, par exemple, on peut dire dans la région des Grands Lacs, où on a une densité énorme de population et de pression sur le territoire, et même si on observe une régénération, le modèle va nous prédire que cette régénération va probablement ne pas être pérenne, puisqu'il y a une pression très forte sur la forêt. Donc, c'est ça un peu un modèle prédictif. Pour répondre à l'autre question sur les coûts d'opportunité et les coûts d'établissement dans le cadre de l'extraction de minerais en RDC. Donc là, on va prendre en compte les deux, en fait. Si on est dans une zone qui a été dégradée pour l'extraction du minerai, ici, le coût d'opportunité, ça va être arrêter d'extraire le minerai en question. Donc, imaginons qu'on a une mine de coltan qui rapporte, je ne sais pas moi, $10 000 par an. Si on veut restaurer cette zone, il va falloir qu'on arrête d'extraire le coltan. Donc, ça va coûter en coût d'opportunité $10 000 déjà. Parce qu'on n'obtiendra plus ces $10 000 de l'extraction de minerai. Et en termes d'établissement, probablement que les coûts seront élevés puisque non seulement la végétation, mais aussi le sol a été extrêmement dégradé. Mais ça ne sera pas pris en compte de façon aussi précise dans le modèle actuel. Il faudrait qu'on fasse des analyses plus précises au niveau national ou sous-national avec des données spécifiques pour ce type de dégradation. Oui, s'il vous plaît, je vois la main de Floribert Mbolé là. Floribert? Ouais. OK. Et je voudrais d'abord remercier, vous et Blaise pour les deux exposés précédents. Je voudrais ajouter que c'était disons, un échange d'expérience par rapport à ce que nous faisons ici. Pardon, je n'ai pas compris la question. Non, on a perdu. Floribert, la connexion. Est-ce que vous voulez répéter? Dans la zone Floribert, la connexion est très mauvaise. On n'a pas entendu la question. Est-ce qu'on peut prendre une autre question peut-être en attendant que... Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai essayé de... Est-ce que vous m'entendez bien pour le moment? Oui, 5-5. OK. Je disais que c'est un complément d'information par rapport à la régénération naturelle. Donc, dans un des sites ciblés par le projet, au niveau de la RDC, dans le sud Kivu, nous avons à peu près 200 hectares qui sont consacrés à la régénération naturelle. Et là-dedans, nous venons de terminer une réunion d'évaluation technique. Et l'option prise, c'est de pouvoir utiliser donc, une régénération naturelle assistée avec l'utilisation des semences qui ont été produites, donc des plantules qui ont été produites à partir des semences collectées dans la zone périphérique au parc national de Kahuzi-Biega, où on utilise les semences qui sortent de l'abdomen des animaux comme les gorilles. Donc là, nous avons la chance d'utiliser les semences d'une même écologie, d'une zone écologique similaire, mais qui est proche ou bien les semences qui sortent du parc, donc de la réserve naturelle du parc national de Kahuzi-Biega. Donc, c'est un partage d'expérience par rapport à ce que nous sommes en train de faire. C'est une régénération naturelle assistée et nous utilisons les semences produites par les plantules développées par les peuples autochtones. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, Merci, Merci. Floribert. Oui, oui, et c'est très important parce que souvent dans des zones où on voudrait vraiment promouvoir la régénération naturelle, souvent il y a la dispersion des graines à partir des animaux, des oiseaux, peut-être n'est plus là. Et il faudra vraiment assurer qu'on pourra, oui, utiliser et promouvoir les essences, les graines des arbres endogènes. Il y a d'autres questions? J'ai vu une autre question, Blaise, pour vous. Il y a beaucoup d'outils qui sont élaborés pour vraiment assister aux décideurs ou planifier la restauration. Et comment est-ce que les décideurs peuvent choisir entre eux? Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer différents outils dans WePlan ou est-ce qu'on doit le laisser séparer ou... Oui, je pense qu'il y a plusieurs étapes en fait du processus de décision dans la planification de la restauration. Et WePlan, je pense, a des avantages à certains points en fait de ce processus. Notamment, c'est ce que je disais plus tôt, je pense que c'est un outil particulièrement intéressant pour déterminer quels sont les objectifs. Par exemple, on a eu dans le processus du défi de Bonn beaucoup de pays qui ont mis en avant des objectifs très ambitieux de restauration sans forcément faire un peu cette analyse de combien ça allait coûter, qu'est-ce que ça signifie en termes de bénéfices également, etc. Donc aujourd'hui, si on recommençait ce processus du défi de Bonn, on pourrait avoir à travers ces outils, par exemple, voilà, est-ce qu'on veut restaurer 8 millions d'hectares ou 5 millions d'hectares ou 3 millions d'hectares? On peut avoir rapidement une réponse sur une estimation grossière, évidemment, mais sur combien ça va coûter, quelles sont les zones qui vont avoir besoin d'être converties de l'agriculture qu'elle représente aujourd'hui à des forêts. Et cette notion de combien ça va coûter, c'est important pour revenir à la question qui a été posée de comment est-ce que finalement on obtient les dividendes un peu de cette restauration. Et justement, je crois que l'outil, il est utile parce qu'il permet de dire on va restaurer 8 millions d'hectares et ça va sauver tant d'espèces et ça va permettre de séquestrer tant de carbone et ça va coûter tant. Et donc déjà, on arrive à la table de négociation internationale avec une position très claire. Et en plus, on peut dire on a tous ces bénéfices, ça coûte tant et ça a été optimisé. Donc, vous savez que vous avez vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour votre investissement dans la restauration. Et donc, je pense que ça peut être un outil utile pour ce type de plaidoyer. Et ça peut être un outil plus tard aussi, un outil utile
dans la planification spatiale proprement dite, c'est-à-dire quand on va devoir décider en fonction de cet objectif qu'on s'est fixé, où est-ce qu'on va restaurer et comment. Et notamment l'allocation des ressources pour les zones qui ont un faible potentiel pour la régénération naturelle, puisqu'on va pouvoir déterminer que certaines des zones qu'on a décidé de restaurer vont déjà se restaurer toutes seules si on les laisse tranquilles. Et donc, on va pouvoir allouer nos ressources qui sont toujours limitées dans les zones où ce potentiel de régénération naturelle est plus bas. Merci Blaise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas, il n'y a pas de questions, peut-être on peut avancer avec la séance sondage. Oui, je crois qu'en fonction du temps qui nous reste, il faudrait peut-être qu'on passe au sondage. Oui. Est-ce qu'on peut lancer? Ok, donc maintenant vous allez avoir un sondage rapide et vous allez pouvoir répondre à toutes les questions une par une dans la foulée. Donc à chaque fois que vous répondez à une question, la prochaine va apparaître. Et donc les questions sont relativement faciles à interpréter. Et une fois qu'on aura toutes vos réponses, on va pouvoir analyser les résultats ensemble. Est-ce qu'on peut confirmer que les participants peuvent voir les questions? Parce que je ne vois pas. Est-ce que vous voyez bien les questions? Les questions? Oui, les questions sont visibles. Nous sommes en train de lire les réponses. Les questions sont visibles. On les traite. Pour la question 2, est-ce qu'on peut faire plusieurs réponses? La question 2. Non, malheureusement, le système ne permet qu'une réponse. Donc, je sais qu'on a parfois on a des priorités et on voudrait choisir différentes et les ordonner, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu simplifié, mais on ne peut choisir qu'une réponse, malheureusement. Donc, je crois que vous avez tous répondu à la première question déjà et que vous êtes en train de répondre les autres, n'est-ce pas? Oui, oui, on évolue. S'il y a des interrogations, n'hésitez pas à demander ici, on peut apporter des clarifications. Le questionnaire est parti. Remettez-le. OK. Mais chaque fois que vous remettez, les réponses avant sont parties. Pardon? Allô, Blaise? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Oui. Et chaque fois que vous enlevez le questionnaire, vous les remettez, nos réponses antérieures disparaissent. On doit recommencer ou on continue? Yes, there is an issue. I'm not sure
what's the issue? Let me see if I can find fix it. Is there a way we can go question by question? Because I think that option, like, you know, having all the questions is just kind of it's kind of confusing. So I have no idea like where they are in the process. Okay, and on this issue is that I cannot change it now because it was already settled like this. And Oui, Lucas, vous me recevez? Tu me reçois, Lucas? 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 Blaise, est-ce qu'on peut faire les questions en direct? yeah, I think it's the best issue is the best because I can't. It doesn't seem I can fix this. So sorry. Vous me recevez maintenant, Lucas? 5 sur 5, c'est bon. Ok, merci. D'accord. Alors, Oui, Kimba, on vous entend. Je vais donner la parole pour faire l'état d'avancement et des discussions. Cher Kimba, on vous entend. Oui, c'est quelqu'un qui est à côté de moi. Ah, ok. Vous pouvez utiliser les casques. Excusez-moi. Blaise, can we do the questions in real life with your hands up or something? But I think Katerina is saying that there's no way to change this now. So I think the best we can do at this point is to send them as a questionnaire, like as a Google form to the participants. Okay. And then we'll send an email with the results because I don't think we're going to get out of this now. Okay. Désolé, on a rencontré un problème avec le questionnaire. Ça semble un peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vous envoyer, suite à cette réunion, un lien. Et il sera possible de répondre au questionnaire en ligne. Et par la suite, on enverra un email avec, donc analysant brièvement les réponses données, puisqu'on a eu un problème là avec le système pour le sondage en ligne. Et je pense que ça va être plus simple de le résoudre de cette manière-là. Peut-être que je crois qu'on va devoir terminer assez rapidement également, mais s'il y a d'autres questions, peut-être sur la façon dont le suivi qu'on peut apporter aussi pour la mise en œuvre. Une des questions qu'on avait dans le sondage, c'est savoir si vous êtes intéressé à mettre en application ce modèle et cet outil d'aide à la décision. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent partager un peu leurs impressions sur l'utilité de cet outil dans votre contexte. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui a une utilité pratique immédiate? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt des objectifs de recherche? Comment est-ce que vous percevez ça dans le contexte de votre processus de décision pour la restauration? Pour compléter la question aussi de Blaise, est-ce qu'il y a des pays qui sont en train peut-être de réviser leur contribution nationale déterminée? Est-ce qu'ils voient peut-être aussi l'utilité de cet outil pour planifier un peu plus leurs interventions de restauration? Peut-être Blaise, est-ce que vous avez eu d'exemples de pays qui ont déjà utilisé cet outil dans ce raisonnement ou pas encore? On est en contact en ce moment avec le Mexique qui essaie d'intégrer ça donc avec leurs propres données et leur propre système de décision sur la biodiversité. Et donc là, on a vraiment une approche personnalisée. Hein. On essaie de prendre en compte leurs données et d'intégrer. Donc ça rejoint un peu la question que tu avais sur l'intégration avec les autres outils. Ça fait partie aussi de ce support technique qu'on peut apporter, c'est évidemment intégrer les résultats avec d'autres outils déjà présents qui sont utilisés pour la décision. Ok. Oui, Floribert, vous voulez parler? Oui. Juste pour dire que l'outil, il est intéressant, mais peut-être certaines options de cet outil peuvent être faciles à être utilisé dans le contexte de chaque région.
Par exemple, ici, chez nous, c'est possible d'utiliser certains aspects de cet outil. Peut-être d'autres aspects peuvent être plus compliqués parce que ça nécessite des logiciels un peu compliqués pour lesquels nous n'avons pas un niveau de formation requis. C'est ça mon point de vue. Je pense qu'il y a certaines parties. Peut-être que vous pouvez nous transmettre le fichier, nous pouvons le lire. Et il y a déjà peut-être 60% des éléments qu'on a détectés dans cet outil qui peuvent être facilement à notre disposition. Merci Floribert. Est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres participants? Parce que tout à fait, on va partager le document, le lien de l'outil. Comme Blaise a dit, il y a déjà beaucoup de données disponibles d'analyse au niveau national de différents pays. Mais comme l'équipe de AS sera prête pour vraiment appuyer dépendant les différentes requêtes des différents pays, les différentes demandes d'appui. Je peux présenter rapidement juste l'interface de la plateforme pour montrer à nos participants un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. Si vous allez à l'adresse qu'on a indiquée, le lien, vous allez arriver ici sur la plateforme et vous pouvez ici donc trouver votre pays. Par exemple, je peux prendre Democratic Republic of Congo. Voilà. Si je vais dans la partie interactive, et donc ici, de la manière que j'avais présenté sur le slide, je peux voir en fait tous les scénarios. Donc là, j'ai tous les scénarios, les 80 scénarios. Donc c'est un peu confus. Ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner un niveau d'objectif. Par exemple, 20% des zones potentielles pour la restauration qui seraient restaurées. Et donc là, j'ai mes scénarios en fonction de cette cible de 20%. Et donc, je peux cliquer sur les différents scénarios. Donc ça, c'est mon scénario en fait, de compromis qui prend en compte les coûts et la biodiversité et le carbone. Donc, on voit un peu où les zones se situent. Après, il faudrait télécharger ces données, faire une analyse cartographique un peu plus poussée, mais c'est ça dont on parle. Et on voit ici donc un scénario pour la biodiversité qui se concentre dans l'est du pays et un scénario pour le carbone qui va se concentrer dans ces zones en fait, de frontières de déforestation au sud de la zone de forêt dense humide. Et on voit ici en fait qu'on a pour chacun de ces scénarios, on peut voir ici directement l'air considéré pour la restauration en hectares. Il y a un peu de problème avec les décimales, mais ça va être corrigé. Les tonnes de carbone, la biodiversité, etc. Et le coût total aussi en millions de dollars. Donc cette interface, elle est encore un peu en version bêta. On va essayer de l'améliorer pour améliorer la clarté des résultats présentés. Mais les données sont déjà présentes, ça peut vous donner une idée et ensuite vous encourager donc à entrer en contact avec nous pour si vous avez plus de questions, etc. Merci Blaise. Avant de terminer, est-ce que Catherine, je peux demander pour ouvrir le dia sur le decade. On voudrait vous solliciter votre appui aussi pour répondre à une enquête qui a été lancée sous le décade sur la restauration des écosystèmes des Nations Unies. Cette enquête a été lancée pour vraiment évaluer la capacité en matière de restauration de l'écosystème. Vous pouvez cliquer le lien et aussi partager peut-être le lien avec vos partenaires, tout le monde que vous connaissez. Parce que si on arrive à avoir plus de gens qui vraiment répondent à cette évaluation, le Decade pourra répondre à ces besoins pendant les 10 ans qui viennent. C'est très important pour nous que tout le monde contribue à cette évaluation mondiale.
Et il me reste pour remercier Blaise et l'équipe de AS et aussi les autres qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont bien élaboré les différentes présentations et aussi les outils. On a entendu la première présentation, la potentiel énorme de la régénération naturelle, mais qu'il faudra vraiment tenir compte des aspects socio-économiques, des contextes socio-économiques sur le terrain. Et dans la deuxième présentation, Blaise a vraiment présenté en détail comment fonctionne l'outil, la plateforme et comment ça pourrait vraiment assister aux décideurs pour mieux planifier leur option leur planification d'intervention de restauration vis-à-vis de la biodiversité, le changement climatique et les coûts. Pour la suite, comme Blaise a dit, on a les différents contacts, les différents partenaires. Vous pouvez toujours nous contacter par email, pour demander plus d'explications, mais aussi pour demander l'appui pour peut-être tester ou voir comment l'outil pourra être mis en œuvre dans votre pays.